Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. C'est un point lecture, c'est le premier point lecture de la chaîne YouTube. J'ai 6 livres à vous présenter, mes 6 lectures du mois de janvier. Donc on va pas perdre de temps et on va envoyer tout de suite le générique. Le premier livre dont je vais vous parler, je ne l'ai pas en physique parce que c'est un livre que j'ai lu en numérique. C'est la nouvelle de Noël de Charlie Dark. Je vais vous mettre un insert ici ou là. Il s'agit de Il n'y a pas que la neige qui tombe en hiver. Donc comme je vous disais, c'est écrit par Charlie Dark. C'est aux éditions Juno Publishing. La nouvelle est disponible en numérique seule et elle existe dans un recueil de nouvelles Il était une fois Noël. Je crois que c'est ça. Chaque année, il y a Juno Publishing qui sort un recueil de nouvelles avec des nouvelles de Noël. Et là, je crois que c'est le numéro 8. Si je vous dis pas de bêtises, à vérifier. Mais je crois que c'est le recueil de nouvelles numéro 8. Il était une fois Noël. Dans cette romance historique, on va partir aux États-Unis pendant la Seconde Guerre mondiale. On va découvrir Scott, qui est un jeune homme qui va quitter sa petite ville de Pennsylvanie. Il va quitter sa famille pour monter à New York afin de s'engager dans l'armée. Il veut prendre part à ce conflit. Il veut défendre son pays. Et donc, du coup, il va tout quitter pour s'engager après les événements de Pearl Harbor. Voilà, c'est l'élément déclencheur. Il va monter à New York pour s'engager. Malheureusement, il arrive trop tard. C'est fermé pour le week-end. Et du coup, il va devoir passer son week-end à New York sous la neige en plein hiver et il va tomber sur Tony. Tony, qui est un immigré italien, qui est fantasque, qui est solaire, va aider Scott à s'en sortir dans cette ville qu'il ne connaît pas. Et il va clairement, on peut le dire, bouleverser sa vie. Je vous en dis pas trop sur cette histoire parce que c'est une nouvelle. Donc vraiment, c'est à découvrir par soi-même. Trop vous en dire serait vous raconter l'histoire en elle-même. Donc je vous laisse un peu de mystère quand même, mais on va suivre un Scott que moi j'ai beaucoup aimé. Scott, c'est un jeune homme qui se pose mille et une questions. Il a grandi dans un petit village, dans une famille. C'est pas dit que ce sont des Amish, mais ça y ressemble fortement. Donc vous voyez un petit peu le genre, très religion, très le travail dehors et tout. Donc Scott quitte sa famille. Déjà, c'est mal vu. Et en plus, lui découvre un nouveau monde, découvre des choses où il voit des gens qui peuvent vivre en étant qui ils sont. Et j'ai beaucoup aimé cet aspect-là, cet aspect un peu naïf où finalement, il ne connaît pas grand-chose du monde réel, du monde en dehors de sa ville, de sa famille. Et j'ai aimé cet aspect découverte sur lui-même et découverte du monde qui l'entoure. Dans cette histoire, j'ai beaucoup aimé aussi, c'est l'aspect historique. Je trouve qu'il est vraiment, vraiment bien traité. On se sent immergé dans ce New York en période de guerre. Et Charlie, je trouve qu'elle a fait un truc incroyable, c'est que à chaque fois, elle met le doigt sur des sujets qui sont pas vraiment exploités, qui sont un peu méconnus dans chacun de ses romans. Et là, du coup, c'est son historique et elle met le point sur un événement de cette guerre dont moi, je n'avais jamais entendu parler. Finalement, c'était quelque chose de méconnu et elle arrive en plus à nous apprendre des choses dans ses romans et là, notamment sur cet aspect de la guerre dont je ne dirai rien de plus. La plume de Charlie, moi, c'est une plume que j'adore. Vraiment, elle raconte son histoire avec douceur, avec piquant. C'est prenant et moi j'adore. Le deuxième livre dont je vous parle, c'est un manga. Il s'agit de From Even Even. Donc, c'est un manga qui est fait par Odo. C'était édité aux éditions Anna. C'est un boys love que j'avais acheté à la Icon. Dans cette histoire, on va suivre un jeune garçon qui est amoureux d'un autre garçon de son école à qui il n'a jamais parlé. Il n'est pas vraiment discret parce qu'il passe son temps à observer ce mystérieux garçon. Finalement, ce garçon va s'en rendre compte et contre toute attente, ils vont faire tac tac boum boum. Voilà, il va se passer des choses, sauf qu'on a notre garçon qui se pose mille et une questions parce qu'il ne sait pas si c'était juste un coup d'un soir, un coup comme ça, ou si une relation est envisageable. Voilà, là je vous ai résumé les 3 premières pages.
Donc pour être bref, j'ai trouvé les dessins très très sympas. Maintenant l'histoire, c'était sympa aussi. Est-ce que je m'en souviendrai d'ici 6 mois, un an? Je pense pas. Franchement, je pense pas. Ça avait rien de foufou, ça avait rien d'extraordinaire. Les personnages étaient assez mystérieux. Donc au final, il y avait beaucoup, chacun était dans ses pensées et il y avait peu de dialogue, peu d'intensité, à part les scènes au lit, mais enfin personnellement c'est pas ce que j'aime lire, donc c'est pas ce que je retiendrai. Et voilà, donc moi j'y ai pas forcément trouvé mon compte, c'était sympa, j'ai passé un bon moment. Maintenant au suivant quoi. Ensuite, j'ai lu le deuxième tome des Reflets de papier qui est écrit par Rajasvir. C'est un feel-good MM qui est publié chez Nisha, etc. On est ici sur une duologie. C'est pour ça que je ne vais pas vous parler en détail de ce tome 2, mais je vais plutôt vous parler de la duologie dans son ensemble. Dans cette histoire, on va suivre Lévi, un jeune homme anorexique qui va se faire hospitaliser dans un hôpital psychiatrique. On oublie tout de suite les camisoles de force, on oublie tout de suite les patients amorphes dans une chambre blanche. Ça se passe pas du tout comme ça ici. On est dans une hospitalisation libre, on est sur des gens qui sont là de leur plein gré. Et du coup, il n'y a rien de glauque. Dans cette histoire, on suit Lévi qui va rencontrer son voisin de chambre, Elias. Ils sont tous les deux là pour des raisons différentes, mais ils ont tous les deux des problèmes à gérer. Ils sont tous les deux en hospitalisation libre, comme je vous disais. On a Lévi qui est plutôt réservé, qui vit un peu dans sa bulle, dans son monde. Il a du mal à faire confiance, à se faire confiance. C'est un personnage qu'on a envie de protéger. Moi, c'est ce que j'ai eu pendant tout le roman. C'est un personnage que j'ai eu envie de prendre dans mes bras, de protéger parce il est tellement attachant. Ouais, c'est un personnage que j'ai beaucoup aimé, moi. Donc on a ce personnage-là, et on a Elias en face, qui lui, il est plus brut de décoffrage. Lui, il dit ce qu'il pense haut et fort, il a pas de filtre, il est franc, il est sincère, il manie les mots comme personne. Moi, j'ai beaucoup aimé aussi ce personnage. En fait, j'ai tout aimé dans cette histoire. Mais j'ai beaucoup aimé ce personnage-là. J'ai aimé ces deux personnages qui ont leurs soucis respectifs, mais qui pourtant arrivent à cohabiter ensemble. Ils sont très différents et pourtant on les voit cohabiter ensemble, s'apprivoiser l'un et l'autre. Et j'ai beaucoup aimé ça. On parle de thématiques plutôt fortes. Comme je vous disais, l'un des personnages est anorexique. Et le sujet est vraiment bien maîtrisé. Il est abouti. J'ai lu plusieurs livres sur cette thématique et j'en ai jamais lu aucun qui était aussi abouti que Les Reflets de papier. Vraiment, honnêtement, c'était le sujet maîtrisé de A à Z. On tombe pas dans le cliché, on tombe pas dans la facilité. Et qu'est-ce que j'ai aimé? J'ai aimé cette histoire, j'ai aimé ces thématiques, j'ai aimé ces personnages, j'ai aimé l'écriture, j'ai aimé les personnages secondaires parce qu'il faut pas les oublier non plus. J'ai adoré. D'ailleurs, Rajasvir, si tu passes par là, j'attends toujours un spin-off parce que je pense à Jill. Jillian est un personnage que j'ai beaucoup aimé. C'est une jeune fille solaire et qui a aussi ses problèmes à régler. Et je pense qu'elle ferait une superbe héroïne de roman. Voilà, le message est passé. En clair, pour résumer, c'était touchant, c'était bienveillant, c'était beau, c'était vraiment, comme je vous le dis, je me répète, mais j'ai adoré. Donc encore merci à Rajasvir et à la maison d'édition. C'était un partenariat et je ne le regrette absolument pas parce que c'était une superbe duologie, c'était une superbe découverte et j'ai adoré. Donc je ne peux que vous conseiller de le lire. On va retrouver un petit peu l'ambiance Noël maintenant parce que je vous parle de Pulmoche Recherche partenaire pour Noël. C'est écrit par Fanny Mijani, c'est publié chez Hugo Poche. Voilà, c'est une romance de Noël comme son nom l'indique. Alors dans cette histoire, on va découvrir Nell. Nell qui travaille dans une start-up à Chicago dans la vente des célèbres pulls de Noël. Voilà, c'est une start-up qui personnalise du textile, des vêtements et tout, des idées cadeaux. Et ils sont notamment spécialisés dans les pulls moches de Noël. Voilà, sa start-up va faire un partenariat avec une boutique de prêt-à-porter au Canada. Et c'est Nell qui va être envoyée là-bas en tant que représentante, mon Dieu, j'ai du mal aujourd'hui, en tant que représentante de la marque. Ils vont faire un test avec les pulls moches et elle est envoyée, du coup, au Canada, dans un petit village, sous la neige, sous la glace.
Sauf que le voyage va pas se passer vraiment comme elle l'espérait, parce qu'elle va tomber sur un monsieur. Est-ce qu'on dit grognon? Je ne sais pas. On va dire le roi des râleurs. Je pense que ça lui correspond bien à Yann. Elle va tomber sur le roi des râleurs et en plus de se le coltiner, elle va devoir faire une coloc avec. Elle va se retrouver obligée de faire une coloc avec le roi des râleurs. Voilà pour le speech de départ. J'ai adoré cette histoire. J'ai passé un trop bon moment. C'était la première fois que je lisais l'autrice. J'ai beaucoup aimé sa plume. J'ai trouvé qu'elle avait une plume assez drôle, pleine de peps. On est ici, comme je vous le disais, un peu dans un Enemies to Lovers slash une histoire de coloc. Alors moi, c'est deux schémas que j'aime énormément. Donc les deux réunis, j'ai adoré. Voilà. On a des joutes verbales qui sont mais vraiment tordante. Moi, j'ai vraiment ri. Je souriais pendant ma lecture parce que moi, c'est pour ça que j'aime les Enemies to Lovers. C'est pour ça que j'aime ce genre-là parce que c'est les punchlines contre punchline contre punchline. Et là, clairement, on était dedans. J'ai aimé aussi cette ambiance petit village du Canada sous la neige. On est dans un petit village où il se passe chaque année un festival de glace avec sculpture de glace, etc. J'ai aimé plonger dans cet esprit petit village où les locaux se connaissent, se reconnaissent. Vraiment, c'était vraiment très sympa. Et puis Nell, on a Nell, cette héroïne qui a pas une vie facile. Il lui arrivait pas mal de mésaventures. Elle en vit jusqu'à son départ au Canada. Et pourtant, elle reste positive. Elle a une joie de vivre. J'ai aimé ce personnage qui est solaire, qui malgré les épreuves, elle reste debout. Et ouais, vraiment, je l'ai trouvé courageuse. Elle se laisse pas abattre, histoire de chipoter un petit peu. Le seul truc qui m'a peut-être manqué, mais ça c'est moi, c'est mon ressenti, c'est ce que j'aime lire. Dans ce genre-là, j'aime bien avoir le point de vue masculin. J'aime bien quand on a les deux points de vue qui se confrontent. Et ici, on n'a que le point de vue féminin, on n'a que le point de vue de Nell. Et j'avoue que le point de vue de Yann, parfois, m'a manqué. Mais ça, c'est moi. Je chipote. L'histoire est très bien, même sans ce point de vue. Et c'était vraiment un très bon moment. On a tous les ingrédients qui sont réunis pour passer une superbe lecture dans une romance de Noël. En décembre, j'ai reçu un service presse des éditions Bookmark. Il s'agissait de Blue Phoenix, qui est écrit par Lily M. C'est le premier tome d'une duologie MM. Dans cette histoire, on va suivre Juna, qui est né en Corée du Sud. Juna, il n'a pas une vie facile parce qu'il a été pas abandonné, mais il a grandi dans l'ombre de sa famille. Il a été élevé par sa grand-mère parce qu'il est né hors mariage. Son père n'a pas voulu s'occuper de lui. Sa mère était une jeune américaine qui est repartie vivre sur son continent. Donc c'est sa grand-mère paternelle qui l'a élevé dans la tradition de la Corée du Sud. Et donc Juna n'a pas eu une vie très facile. À 16 ans, il quitte la Corée, il part pour les États-Unis où il rejoint sa mère. Et Juna a changé, a grandi après une vie pas facile qui l'a endurci, une enfance pas facile. Et en fait, Juna, il s'est passionné pour la natation. Mais c'est pas, il s'est passionné en loisir le dimanche matin, il va barboter. Non, Juna, il a l'étoffe d'un champion olympique. Donc du coup, on va le découvrir quand il intègre Berkeley, donc l'université où il fait de la natation à un niveau vraiment universitaire, un niveau de compétition. Sauf qu'il a fallu un moment pour que sa vie bascule. Il a fallu un seul instant. Juna va déraper, il va être viré de son école pour coups et blessures. Et c'est sa vie qui s'écroule, c'est son monde qui se brise. Et donc du coup, on va découvrir sa rédemption. Voilà, cette histoire, c'est ça. C'est le point de départ de sa rédemption. Et maintenant, qu'est-ce que je fais? Je ne vais pas vous en dire plus, je ne vais pas vous donner de contexte à cette histoire, à ce personnage qui est viré de son école, parce que c'est une histoire pleine de suspense. On est ici sur une histoire intrigante, une histoire prenante, et c'est surtout, comme je vous dis, plein de suspense. Donc on va de rebondissement en rebondissement. En fait, on tourne autour du pot et petit à petit,
on se rapproche, on se rapproche. Et cette histoire, elle fait ça en fait. C'est vraiment une histoire à découvrir par soi-même, à plonger, sans mauvais jeu de mots à la natation, à plonger dedans sans en connaître vraiment les tenants, les aboutissants. C'est vraiment à plonger à l'aveugle. J'ai beaucoup aimé Juna. J'ai beaucoup aimé ce personnage qui est très travaillé et qui est très tiraillé aussi. On a un personnage qui est torturé, qui s'oublie en fait lui-même entre les attentes de sa famille dans laquelle il a grandi avec les traditions de la Corée, etc. On a un personnage qui se perd dans les attentes de son club, lui qui est tout le temps poussé pour se dépasser vu son niveau en natation. C'est un personnage vraiment qui a plein de failles et j'ai aimé le découvrir, j'ai aimé la façon dont il est travaillé, j'ai aimé la façon dont il nous est présenté. C'était un personnage assez captivant. J'ai bien aimé ce côté bord de piscine. Voilà, on n'était pas sur des claquettes moule bites, mais presque. Je sais pas si j'ai le droit de dire ça sur YouTube. Je sais pas. J'espère ne pas être censuré. La seule chose qui m'a gêné, et j'avais entendu beaucoup ça sur la plume de Lily M, c'est les introspections à n'en plus finir. Voilà, j'ai trouvé ça sympa au début parce que c'est vrai que ça permet de voir un peu le mal-être du personnage. Mais au bout d'un moment, c'était un peu répétitif quand même. Moi, c'est ça qui, j'ai mis du temps sur ce roman et en fait, c'était parce que je trouvais que ça cassait le rythme. J'étais à fond dedans et puis, pof, une introspection et t'avais l'impression que c'était la 5e fois que tu lisais la même en fait. C'était ce personnage il s'auto-flagellait, mais il s'était déjà auto-flagellé de la même façon. Il y a 3 chapitres en fait. Enfin, l'autoflagellation, on n'est pas sur, il se mettait pas des coups de fouet, hein, c'était dans sa tête. Mais voilà, je trouvais que c'était répétitif, que ça cassait le rythme. Voilà, moi c'est ce côté-là qui m'a un peu gêné. Mais ça m'a pas empêché de passer un bon moment quand même parce que tout le reste du roman, ça m'a vraiment plu, ça m'a vraiment captivé. J'ai envie de lire la suite, c'est une duologie. Donc j'ai envie de savoir ce qui va advenir à Juna. Et vraiment, non, très sympa. À part ce petit détail-là, très sympa. Et enfin, j'ai terminé le mois avec Le Secret de l'Ange, qui est le tome 5 de la saga Les Vampires de Manhattan. Je vous ai parlé dans ma toute première vidéo YouTube. Oui, je cherche mes mots. De ma toute première vidéo YouTube sur les sagas que j'avais en cours. Les Vampires de Manhattan étaient dedans. Donc là, c'est le tome 5. C'est écrit par Mélissa de la Cruz. C'était édité chez Albin Michel. Maintenant, je crois que à part en occasion, c'est plus distribué dans le commerce. Je vais pas vous faire le topo de ce roman. C'est un tome 5. Ça n'aurait aucun intérêt. Mais par contre, je peux vous faire le topo de la saga des Vampires de Manhattan. On est sur une réinterprétation, réinvention, je dirais même, du mythe du vampire. Là, on n'est pas sur je te mords, tu deviens un vampire. C'est pas du tout ça. La genèse des Vampires de Manhattan, c'est dans les cieux. On a Satan d'un côté, on a le Tout-Puissant de l'autre. On a Satan qui a corrompu des anges et qui les a poussés à la rébellion envers le Tout-Puissant. Sauf que le Tout-Puissant, il avait ses fidèles, et du coup, il a gagné. Il a gagné cette guerre céleste, en fait, contre Satan. Donc, il a banni Satan, et il a également banni les anges déchus, ceux qui se sont rebellés face à lui, et il les a envoyés en exil sur Terre avec un genre de malédiction, en fait, ce qu'on appelle, nous communément, les vampires. Lui, il appelle ça les sangs bleus. En fait, ces anges déchus, ils vont se réincarner cycle après cycle à base du sang. En fait, c'est leur âme, leur souvenir, tout est dans leur sang bleu. Et en fait, à chaque cycle, ils ont une vie normale et leur sang est récupéré à la fin. Et voilà, c'est comme ça que les cycles sont faits et que les vampires alias sang bleu perpétuent et sont encore là de nos jours. Et donc, de nos jours, nous, on suit Mimi, Bliss et Théodora, 3 jeunes vampires qui découvrent un peu
leurs souvenirs, petit à petit, qui leur reviennent. Elles sont lycéennes et au lycée, elles vont être confrontées à un drame qui va ébranler le monde des sangs bleus. Une de leurs compatriotes vampires va être retrouvée saignée à blanc. Donc, normalement, les sangs bleus sont censés être intouchables, sont censés être immortels. Et là, en fait, ils vont retrouver une des leurs avec son sang qui a disparu, comme si un vampire avait bu un humain, sauf que là, c'est un vampire qui a été bu. Donc voilà, le postulat de départ des sangs bleus, des vampires de Manhattan, c'est ça. Donc du coup, il va y avoir ce côté enquête. On est clairement sur un univers un peu à la Gossip Girl, avec bien sûr le côté vampirique en plus, mais au niveau de l'histoire, on est sur un Gossip Girl. Les vampires, forcément, comme c'est des réincarnations, leur argent s'accumule, donc ils ont tous des très bonnes places dans la vie du monde. Et donc du coup, c'est vraiment richesse à foison. Et c'est très sympa. Moi, j'aime énormément cette saga. Comme je vous le disais, on a un mythe du vampire qui est complètement réinventé. Enfin, vous l'avez vu, ça ressemble pas à ce qu'on a déjà lu. Moi, je sais que j'avais découvert cette saga à l'époque où je lisais les Twilight, forcément. Comment ça s'appelait le trou de mémoire, ça a été adapté en série. Avec les deux frères, là, Damon et Stéphane. Ok, Alzheimer, je me souviens plus du nom. Le journal d'un vampire, Vampire Diaries, c'est ça, on l'a. Donc je lisais ça à l'époque aussi, je lisais quasiment que des histoires de vampires pendant cette période-là. Et donc j'étais tombé sur les vampires de Manhattan. Et ça avait complètement changé ce que j'avais l'habitude de lire, et c'est pour ça que j'avais tant aimé, et c'est pour ça que j'aime autant les relire en ce moment, parce que c'est pas quelque chose que je suis... ça sonne pas déjà vu, voilà, je cherchais mes mots, ça sonne pas déjà vu. Le gros point positif que j'ai aussi avec cette lecture, c'est le côté historique, parce que je vous dis qu'on est sur de la réincarnation, et en fait, au niveau des enquêtes, des souvenirs qui vont venir, à chaque tome, on va explorer une partie de l'histoire. Donc je sais que le tome 1, ça va tourner autour du Mayflowers. On va avoir la Rome antique. Là, on était dans celui-là, on explorait le 15e siècle avec tout le côté un peu religieux et tout. C'est vraiment... j'aime beaucoup cette plongée dans l'histoire, et je pense que c'est pour ça que je les savoure encore plus que quand je les lisais quand j'étais jeune. J'étais au collège quand je lisais ça. Et je pense que je savoure encore plus parce que j'ai de la culture générale que je n'avais pas forcément avant. Et donc, le côté historique me parle. J'ai des connaissances sur ces sujets-là. Donc forcément, ça me parle plus qu'à l'époque. J'ai passé encore un bon moment. Celui-là, il y avait un petit peu moins d'action que d'habitude. Mais on était plus dans l'émotion. On était plus dans l'émotion des personnages avec... forcément, il y a des petites histoires d'amour et des petites déceptions amoureuses aussi. Et là, c'était ces déceptions-là qui étaient mises à l'honneur. Donc, j'ai aimé aussi ce côté où on n'était pas forcément dans du conflit, dans de la guerre et tout. Donc, c'était sympa aussi de se reposer un peu dans ce tome. Voilà, je vous ai raconté un petit peu mes lectures de janvier, et vous, dites-moi, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour me dire quelle a été votre lecture préférée du mois de janvier. En attendant, je vais vous laisser ici. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à laisser un petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir. Et puis je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!